Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous sommes réunis ce soir pour la 3e édition du concours d'éloquence réservé aux étudiants de l'université. Donc cette 3e édition qui se déroule dans un lieu véritablement favorable puisqu'avec une dimension culturelle supplémentaire. Pourquoi ce concours d'éloquence? C'est effectivement la 3e édition, mais c'est en fait parce que nous avons fait un constat, les enseignants de l'université. Lorsque nous voyons arriver les étudiants en première année, nous avons en fait des difficultés à leur demander de prendre la parole en public. C'est un exercice très difficile et ils sont souvent complexés, timides, et soit ne parlent pas du tout, soit regardent leurs pieds et ont véritablement des difficultés à s'exprimer. Or, il est nécessaire, lorsque l'on est étudiant, de parler pour un exposé, parler pour développer une idée devant les autres étudiants, que ce soit en amphi, que ce soit en petite salle, en petits groupes. Et puis, bien sûr, après les études, ils auront également à parler, puisque ce sont les cadres, les futurs cadres de la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce sens, ils seront bien sûr jugés, attendus sur cette prise de parole, soit en petits groupes, soit devant une assemblée, soit devant des personnalités. Et bien sûr, c'est un travail très compliqué pour eux, mais extrêmement important. Donc, il est certain que nous travaillons la prise de parole en cours. Les enseignants ont tous, bien évidemment, des exercices à proposer et des astuces également à donner, mais ça n'est pas suffisant parce que c'est peut-être un peu trop didactique. Et puis, il y a toujours, même si on essaie de le combler, ce fossé entre les étudiants et les enseignants. Alors, depuis 3 ans, nous avons mis en place, Véronique Filleul et moi-même, nous sommes les 2 organisatrices de ce concours, nous avons mis en place donc des ateliers qui sont proposés aux étudiants le soir. Alors c'est vrai que c'est un effort supplémentaire, c'est sur la base du volontariat et ces ateliers sont animés par des professionnels. Alors ces professionnels, ce sont donc des comédiens, des slameurs, des danseurs, je vais vous les présenter après. Et ils ont bien évidemment une technique tout à fait différente de la nôtre et ça permet aux jeunes bien, de se libérer, de passer par-dessus ces complexes et de véritablement être beaucoup plus à l'aise dans cette prise de parole. Alors, j'aimerais remercier le public, bien évidemment. J'aurais voulu remercier les personnalités qui sont peut-être arrivées, mais là, je ne vois plus grand-chose puisque j'ai l'éclairage, donc je verrai s'ils arrivent, je remercierai en temps voulu. Et puis, je voudrais remercier également le président de l'université, M. Gaël Lagadec, qui nous fait confiance dans ce projet depuis 3 ans, parce que c'est vrai qu'on vient toujours taper à sa porte en disant il nous faut un peu plus de budget, il nous faut un peu plus de personnel, etc. Mais je le remercie de nous faire confiance et je pense que le résultat parle de lui-même. Vous verrez les étudiants par la suite. Alors en fait, ce soir, ils sont donc 13 étudiants, vous les voyez là derrière, souriants pour l'instant, un peu moins derrière, parce que je peux vous dire que le stress monte véritablement et ils ne savent plus comment ils s'appellent, mais quand ils vont se retrouver sur la scène, ça ira mieux. Ils comptent sur vous, bien sûr, pour les encourager. Alors, cette diapo est très importante. Pourquoi? Parce que, d'abord, vous pouvez les identifier, mais vous avez également un numéro. Et vous avez vu, lorsque vous êtes rentré dans la salle, on vous a distribué un petit papier. Et ce petit papier est très important parce que vous allez, à la fin, mettre le numéro du candidat ou de la candidate qui a pu vous séduire et qui vous a donc convaincu qu'il était ou qu'elle était la meilleure. Donc il faudra mettre ce petit numéro et le rendre auprès des étudiants ambassadeurs. Les étudiants ambassadeurs, c'est un autre groupe qui ne fait pas le concours d'éloquence aujourd'hui, même si on en a quelques-uns, mais c'est un groupe très actif et qui anime beaucoup les événements de l'université. Donc ils récupéreront ces petits documents, on les mettra dans l'urne et on pourra élire le prix du public. Nous allons avoir un prix avec donc le jury, que je vais remercier aussi, et un prix du public, c'est important. Ce ne sont pas les mêmes critères, mais là, vous parlerez avec votre cœur, comme les étudiants vont parler également de leur sujet avec leur cœur. Donc ces sujets, justement, ce sont des sujets qui sont très différents les uns des autres, et on n'a absolument pas imposé un thème. C'est eux qui ont décidé
de choisir tel ou tel sujet parce que c'est un sujet qui les passionne, qui les tient à cœur et qu'ils avaient véritablement envie de défendre devant vous. Donc vous allez voir, on va passer un peu du coq à l'âne, mais c'est toute la diversité de la soirée et je pense tout l'intérêt de la soirée. Alors je voulais également remercier donc les coachs qui ont encadré les étudiants pendant toutes ces séances, ces ateliers, depuis le mois d'avril. Donc Olivia Duchesne, comédienne, auteure et metteuse en scène. Richard Digouet, danseur chorégraphe. Sylvain Lornier, comédien et metteur en scène. Sylvain n'est pas là ce soir, il travaillait, mais il est là. Il a dit qu'il pensait très fort à nous. Wenaël Astier, comédien, et Nicole Hisch. Vous voyez, écrivain et éditrice, parce que là aussi, il a fallu travailler les textes, la structure des textes, et c'était très important également d'avoir l'aide d'écrivains. Et je voudrais maintenant remercier le jury, donc notre jury d'exception, avec Olivia Duchesne, avec Alexia Duchesne, donc chargée d'action culturelle au service développement artistique et culturel de la province Sud, Wenaël Astier, donc comédien, et Anne Lordotte, qui est maître de conférence à l'université dans le département lettres, langues et sciences humaines. Donc je pense que maintenant, je vais pouvoir donner la place, c'est ce que vous attendez, j'ai assez parlé. Je vais laisser la place aux candidats. Donc nous allons accueillir le premier candidat, Thomas. Donc Thomas Joly, qui est en DUT MMI, et je lui laisse la place. Thomas. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Thomas, j'ai 19 ans et je suis étudiant en première année à l'IUT. Avant de commencer, je tiens à remercier Madame Brigitte Gustin ainsi que l'ensemble des intervenants du concours Éloquence qui nous ont donné les clés pour s'exprimer ce soir devant vous. Mens sana in corpore sano. Vous connaissez tous cette phrase. Ce soir, je vais vous parler du manque d'activité physique dans nos programmes scolaires. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le sport n'est pas seulement bon pour le corps, il permet aussi de libérer l'esprit afin d'être plus productif, plus efficace. Certaines grosses entreprises, telles que Google, l'ont compris en appliquant dans leur lieu de travail des espaces de détente et des espaces aussi où on peut bouger. Cela permet de fidéliser leurs employés qui se sentent plus redevants envers la firme, mais également d'avoir des employés plus efficaces, donc une entreprise au final qui tourne mieux. Pourtant, lorsque l'on regarde les emplois du temps d'un élève de l'école primaire allant jusqu'au lycée, en passant par le collège, on se demande où est-ce que le corps peut s'épanouir et comment les élèves peuvent être plus productifs. Où le bien-être est-il pris en compte devant autant d'heures de cours théoriques et quasiment aucune activité physique. Au collège, 2 heures par semaine si je me souviens bien, et au lycée, 2 heures, une semaine sur 2. Quel type de médecin recommanderait de faire du sport seulement pendant 2 heures tous les 15 jours? En école primaire, de ce que je me rappelle, on ne faisait pas non plus du sport tous les jours. Alors là, vous pouvez me dire, oui, mais il y a quand même les récréations où les élèves peuvent se défouler. Les récréations, ces mêmes cours de récréation où, lorsque j'étais jeune, on nous interdisait de jouer au foot. Peut-être que certaines vitres ont été brisées à cause du ballon, mais si une cour de récré, ce n'est pas un endroit pour jouer au foot, alors on fait quoi? Quand on est petit, dès qu'on entend le bruit de la pause, on a envie de courir partout. Regardez les enfants aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui et depuis toujours. On est tous hyperactifs. On est tous des pieds électriques, on bouge partout dès qu'on peut. Donc avoir de l'énergie, c'est très bien. Mais est-ce que c'est normal, après toute une journée entière de cours, d'avoir autant d'énergie à revendre?
Donc, vous allez me dire, la solution, elle est simple. Il suffit juste d'inscrire l'enfant dans un club de sport à la sortie des cours. Mais quel est le principe même de l'école, comme il est écrit dans la devise française? N'est-il pas de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, de permettre à un enfant qui n'a pas la chance de recevoir un enseignement de ses parents d'avoir le même socle de connaissances que ses camarades? Même chose donc pour les activités sportives. Si l'enfant n'a pas la chance d'avoir des parents qui peuvent lui payer l'inscription dans un club sportif, l'idée serait de mettre tout le monde au même niveau en développant les activités physiques dès l'école. Et donc permettre aux écoliers d'être plus efficaces et d'être plus libérés pour étudier. Autre point que le sport pourrait améliorer dans notre société, l'égalité des sexes. Donc je ne peux pas voir vos visages du tout avec les projecteurs, mais j'imagine que vous êtes plutôt surpris par ça. Le fait est que peu de filles pratiquent certains sports et donc les clubs sont inexistants. À ce moment-là, déjà qu'il existe des inégalités dès la naissance entre les filles et les garçons, comment est-ce qu'on veut resserrer les égalités si elles ne peuvent pas pratiquer le sport désiré en dehors des cours? Ajouter plus d'heures de sport à l'école permettrait de faire pratiquer à tout le monde et au même niveau. Donc le sport n'est pas bon que pour les raisons énoncées précédemment, c'est-à-dire libérer l'esprit afin d'être plus efficace, et le fait de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Il véhicule aussi des valeurs fortes. Le fait de repousser constamment ses limites est obligatoire dans chaque sport si l'on veut évoluer, si l'on veut s'améliorer de jour en jour. Aller voir plus loin, chercher plus loin, repousser ses limites. Mais il existe d'autres valeurs qui sont enseignées que dans les sports de combat, ou disons plutôt dans les sports de défense. La maîtrise de soi qui vient donc avec le respect des autres. Étant donné qu'il n'existe plus de cours de bienséance où on apprend à vivre avec les autres, à s'appréhender socialement, pratiquer des sports comme cela permettrait d'avoir des élèves plus respectueux les uns des autres, en se connaissant et en apprenant à connaître ses camarades. Donc après tous ces constats plutôt positifs, vous allez me dire tout simplement comment est-ce qu'on va faire pour introduire plus d'heures de sport à la place des cours théoriques. La réponse est très simple. Les professeurs de mathématiques, ainsi que dans d'autres matières, ont un effectif en pleine décroissance depuis maintenant 10 ans. Les recteurs d'académie embauchent maintenant certaines personnes qui n'ont plus les compétences requises auparavant et parfois engagent même des professeurs sans faire passer aucun entretien. Plutôt que de laisser une classe vide, ils préfèrent engager des gens qui n'ont pas encore les compétences ou des gens qu'ils ne connaissent absolument pas puisqu'ils ne font plus passer d'entretien. Bien sûr, dans certaines académies uniquement où il y a un grand manque d'effectifs. À l'opposé, on a la filière STAPS qui permet d'accéder à la profession de prof de PS, qui est très élitiste et qui chaque année refuse des centaines de candidats. À ce moment-là, voilà, je vous laisse faire le raisonnement. Il suffit tout simplement de combler les heures destinées aux mathématiques ou à d'autres matières théoriques générales, aux heures de sport, comme libérer toute une après-midi, par exemple, un jour sur deux ou tous les jours. C'est un système qui a été adopté dans certains pays européens, tels que l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Italie, et qui ont très clairement porté leurs fruits. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Thomas. Thème très intéressant et demain j'amène un ballon dans mon cours. Il va falloir que je travaille mes passes. Je n'étais pas la meilleure au foot, je ne vous le cache pas.
Alors maintenant, voilà Grégory qui prend le relais avec un thème tout à fait différent. Grégory. Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. Hippocrate. C'est stressant. Chauffe le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Après que Thomas ait parlé du système scolaire, à mon tour, je vais parler de la restauration scolaire. Je vais ce soir parler de cette entreprise qui dessert les cantines du territoire et un grand nombre d'infrastructures, sans en divulguer le nom, et sans parler des dérapages sanitaires qu'il y a pu avoir ces derniers mois. Hashtag carotte râpée. Voyez-vous, durant ma scolarité, et comme bon nombre d'entre nous, j'ai été amené à manger à la cantine. Et je pense qu'à l'unanimité, nous sommes tous en accord pour dire que ce n'était guère un très bon souvenir. Et donc, après avoir eu ce sentiment de déception, maintenant, c'est plus celui de la colère. Pourquoi de la colère, me diriez-vous? Après avoir eu un écho des parents d'élèves ayant pu visiter les locaux de l'entreprise, les journalistes n'ayant pas pu le faire, ils ont pu constater que cette société-là n'a quasiment pas de cuisine. La majorité des plats qu'ils ont sont des plats industriels, donc déjà tout fait, juste prêt à être réchauffé. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un aliment industriel, c'est un plat qui est transformé et complexe, donc ça va de la soupe préparée au plat cuisiné, au cordon bleu, à certaines quiches, à certains yaourts. Produit par l'industrie agroalimentaire à partir de matières premières, viande, poisson, fruits, légumes, mais aussi de matières chimiques alimentaires. Et le problème est là. Les aliments mis en général dans les plats industriels sont des aliments de faible qualité, car peu chers, et qui sont faits pour être bons et conservés longtemps. Bah oui, parce qu'il faut que ça se vende à un prix raisonnable, il faut qu'il fasse un minimum de bénéfices. Et c'est là que la magie de la science opère. Parce qu'un produit brut, mélangé avec d'autres aliments, trempé dans un liquide pour sa conservation, ayant subi une congélation, et donc par la suite une congélation, et par la suite une décongélation, ou encore a été bouilli, normalement, c'est pas beau. Donc, ils rajoutent des produits chimiques pour que les produits aient de la gueule. Il faut qu'ils aient un goût. Et donc, ce qu'ils font, ils ont des secrets, les industriels, et ils fonctionnent. Ils rajoutent des arômes. Mais pas des arômes naturels, ça serait beaucoup trop beau et c'est beaucoup trop cher. Ils rajoutent des arômes de synthèse obtenus par le mélange de plusieurs produits chimiques. Il y a aussi les exhausteurs de goût, le glutamate, l'aspartame, le sel, responsable de nombreuses maladies neurodégénératives, cardiovasculaires et de nombreux types de cancers. Ça fait peur, hein? Ils ont aussi un autre secret, et qui lui est très redoutable, surtout pour la jeune génération, qui fait que plus vous mangez de produits industriels, plus vous aurez envie d'en manger. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on en mange, notre cerveau va renforcer la connexion qui existe entre ce type de nourriture et nos habitudes. Et quand on consomme des produits industriels, on a tendance à sécréter de la dopamine. Vous savez, la fameuse hormone du bien-être, celle qui nous fait du bien, celle qui fait qu'on se sent bien. Et pourquoi on la sécrète en mangeant de la nourriture industrielle? Tout simplement parce que nos amis qui la préparent ont tendance à rajouter du sucre, des graisses et du sel. Et ces trois composants, les scientifiques se sont rendus compte qu'en les combinant, on a une activation de la dopamine qui est beaucoup plus forte. Donc il y aura un effet d'addiction. Vous allez toujours en vouloir plus et il n'y aura pas d'effet d'arrêt. Donc plus on combine ces trois éléments, plus on active dans notre cerveau la dopamine. Et c'est ce qui va nous donner envie d'en manger à nouveau. C'était la petite parenthèse addictologie. Et donc dans tout ça, ça se transforme en un plat qui au départ était bon et ça finit par être quelque chose de dégueulasse. Des produits diététiquement absolument incorrects et pas concevables dans une cantine scolaire. Tous ces produits mélangés, transformés, perdent leur rôle essentiel
qui est d'apporter au corps des vitamines, des minéraux et de nombreux micronutriments essentiels au bon développement d'un corps et surtout celui d'un enfant. Et tout ça, donc c'est détruit et à la place on se retrouve avec un petit plat avec parfois plus d'une 50aine d'additifs dans un plateau repas et avec une qualité nutritionnelle tout à fait nulle et néfaste. Et c'est ce que je dénonce ce soir. Ces plats que l'on mange depuis la maternelle sont plus que néfastes pour notre santé. Au long terme, si dès 3 ans, on mange des produits sans valeur nutritive, avec du gras, du sucre, du sel, des conservateurs, des colorants, des exhausteurs de goût, des arômes, et dès 3 ans, et durant toute notre scolarité, on y est habitué, comment voulez-vous que plus tard, ils mangent sainement? Comment? Je suis persuadé que si dès le plus jeune âge, on éduquait nos enfants avec des produits sains et frais, alors qui coûtent plus cher, certes, mais c'est un investissement sur le long terme, je suis tout de même sûr qu'on aurait beaucoup moins de problèmes de santé actuels. Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. Merci à tous. Merci Grégory. Vous avez encore faim? Bon, on ne finit pas trop tard normalement pour que vous puissiez manger des produits sains que vous aurez tous bien préparés. Alors, merci beaucoup Grégory. Et maintenant, nous allons accueillir Kimberley sur un thème différent et enfin une fille. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, toi ou encore toi, je pense que tout le monde dans cette salle a déjà subi ce genre de micro-agression. Je veux dire par là que tout le monde se base sur les apparences, sur nos habits, nos cheveux ou encore ce que nous avons. Mais malheureusement, cela n'est pas représentatif de qui nous sommes réellement. Alors ce soir, je viens vous parler de quelque chose qui a marqué mon quotidien. Ou plutôt d'une phrase tellement banale, mais ouais, blessante à la fois, je l'avoue. J'ai été blessée. Ouais, t'es blanche toi, donc tu dois parler qu'une langue. Vous savez, on m'a balancé cette phrase au visage, telle une gifle. Vous savez, le genre de gifle que vous prenez là, comme il faut, et qui vous scotche au sol, eh bien, c'est exactement ça. On m'a enfermée dans un cadre étroit qui m'oppresse, me gêne. Vous comprenez que pour moi, qui suis née dans un kaléidoscope océanien, chinois, tahitien, ou encore bichlamar, ouais, ça fait bizarre. Bizarre au point de se sentir exclu de notre société, ou du moins de ma société. Mais afin de mieux aborder le fait que je sois monolingue, je pense qu'il est nécessaire de retracer mon parcours de vie à ce stade. Notamment, mon exposition aux langues et aux cultures me semble être le plus adapté afin que je sois le plus exhaustive et intelligible possible. Je me présente. Je m'appelle Kimberley, d'origine anglaise, Teina, d'origine tahitienne, Marie-Louise, d'origine hébraïque et germanique, Geneviève, d'origine celte et germanique, et enfin Vergoz, à l'origine Don Vergoze, alors espagnol. Commençons par le commencement. Je suis née en 1998 à Nouméa, et je suis d'ailleurs la troisième d'une fratrie de 4. J'ai, je pense, comme toute petite fille, rêvé d'ailleurs, rêvé de voyager, rêvé de partir et de découvrir. Mais par faute de temps ou encore de fonds, je n'ai pas pu le faire jusqu'à aujourd'hui. Mais, croyez-moi, je compte bien continuer mon exploration des langues et des cultures à travers le voyage. Mais force est de constater qu'à travers le bain linguistique dans lequel j'ai baigné depuis mon plus jeune âge, je veux dire par là 2 foyers. L'un bilingue, bichlamar et français, et le second multilingue, tahitien, chinois et français, m'a permis de donner naissance à une partie de ce rêve d'exotisme. Du fait
quand me parle quotidiennement le tahitien ou encore le chinois, je peux aujourd'hui alors le comprendre. Mais je vous avouerai que le bichlamar, lui, ne m'a laissé aucune trace. Mais je pense que toute personne motivée par l'apprentissage de nouvelles choses peut, en l'occurrence, s'approprier ici une langue. C'est sans nul doute cette richesse linguistique qui a nourri ma passion pour les langues. De plus, mon goût pour les langues a pris de l'ampleur au collège. J'ai pu alors enrichir ma palette linguistique avec la découverte de 2 nouvelles langues. L'anglais, pour laquelle je n'ai aucun coup de cœur, mais par contre de laquelle j'en tire énormément. L'espagnol, que j'affectionne tout particulièrement encore aujourd'hui. De plus, arrivent à grands pas les grandes études. Bien sûr, en première année de licence, on nous initie au Nengone. Et ce soir, j'ai bien envie de vous demander, qui aurait pu croire qu'une monolingue puisse s'intéresser à une langue des îles? Eh bien, moi, je l'ai fait. En deuxième année, on nous initie encore une fois à la langue des signes. Eh bien, je vous demanderai encore une fois, qui aurait pu croire qu'une monolingue puisse s'adapter à un langage gestuel? Simplement, je l'ai encore fait. Oui, je l'ai fait. Et vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement pour me sortir de cette bulle dans laquelle on m'enferme, de m'enlever cette étiquette que l'on m'affiche. Je ressens alors en moi le grand désir de compléter ma culture langagière avec l'apprentissage de nouvelles langues, notamment à travers le voyage, où, durant de nombreux déplacements que j'ai effectués sur le Caillou, dans le nord ou encore sur les îles, certains mots me sont revenus. Bogada ou Eo, Kakamaja. Oh, la petite peau poilée. Eke Papalagni. Et oui, toutes les personnes en face de moi qui comprennent ces 5 langues différentes pourront comprendre qu'elles se rejoignent sur leur définition. Tu es blanche. La petite blanche. Oh, la petite blanche. Vous voyez? Le fait peut-être de comprendre une autre langue que le français relève-t-il d'un processus multilingue? Vous ne pensez pas? Suis-je alors multilingue? Vous voyez au final que ma couleur de peau en dit peu sur qui je suis réellement, sur ce que je peux apprendre, comprendre ou encore partager avec l'autre. Il n'y a rien de plus beau que l'ouverture au monde pour un vivre ensemble, pour l'acceptation de l'autre et de sa culture. C'est accepter les différences dans le respect du pluralisme. Vous voyez, un désir, une envie ou encore un pas vers l'autre, je dirais que c'est le début d'un destin commun. Merci à tous. Merci beaucoup Kimberley. Donc vous avez vu un sujet encore totalement différent, peut-être plus philosophique, mais très poignant également, qui concerne nos étudiants, parce qu'effectivement, manger, pas bien manger, est-ce qu'on a eu les bons programmes scolaires, et est-ce que l'on a effectivement un jugement de la part des autres qui ne correspond pas à ce que l'on aimerait faire passer. Donc, nous avons applaudi Kimberley, et maintenant, nous allons recevoir Maëlys. Merci. Bonsoir tout le monde. Déjà, je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir. J'y tiens. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ce sujet, je l'ai intitulé « À la quête de l'identité ». Avant, on me voyait, on me parlait, on me demandait « T'es d'où ?» Je leur laissais le choix, ils me disaient « Polynésienne ». Hier, on me voit, on me parle, on me demande « T'es d'où ?» Alors je leur laissais encore le choix. Ils me disaient « Blanche ». Maintenant, on me voit, on me parle, on me demande « T'es d'où ?»
je leur laissais encore le choix. Ils me disaient « Kanak ?» Et là, seule, face au miroir, je me vois, je me dis, je me questionne. Ma couleur de peau, mon visage, mes habits, ou bien alors mon attitude, ou alors ma voix. Non, mon accent. Pourquoi on me pose toutes ces questions? On me perçoit peut-être par rapport à ça. Alors, on me juge. Je me regarde encore une fois et je me dis, blanc, noir, jaune, qu'importe. Je suis différente de vous, c'est ça? Mais ces différences que vous voyez en moi, ces différences que vous croyez voir en moi, semblent être une faiblesse qui vit en vous et en moi. Et pourtant, cette faiblesse ne doit pas être un poids, car si vous la considérez autrement, eh bien, elle n'en a pas. Valorisation, diversité linguistique et culturelle, bienveillance linguistique et ethnique. Mais quel sens donne-t-on à tous ces termes? Ce n'est plus vous, ce n'est plus moi, mais c'est nous. Nous vivons tous dans un même pays où la richesse est justement dans cette diversité linguistique, culturelle, mais aussi ethnique. Regardez autour de vous. Voyez cette pluralité? Cessant de stigmatiser une apparence, cassant les barrières, acceptant l'autre comme il est. Rien de plus triste qu'un cliché. Je me sens comme enfermée dans une case d'où je ne peux m'échapper. Humanité, citoyenneté du monde, partage universel sont les mots-clés qui doivent nous guider. Je te ressemble? Je vous ressemble. Rouge comme l'amour, rose comme la gaieté, jaune et pétillante comme le soleil, verte comme l'espoir, noire comme un mélange de couleurs, blanche comme le symbole de la paix, et calédonien, calédonienne comme vous. E koe e ke whai mai, te whehui aia, I au, ko au pe, pe a kokoe pe. E zona mo te meno bulu. Otin Sahacha, otin Kanaki, otin français, otin polynésien, otin indonésien, otin Vanuatu. Aomonia, otu Calédonia. Et maintenant, d'après vous, je suis d'où? Arnaud. Merci beaucoup Maëlys. Donc encore un thème tout à fait différent et présenté également différemment. Vous avez vu, les thèmes des filles et les thèmes des garçons sont vraiment des choses très, très variées et je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu, enfin, de découvrir les thèmes qui les passionnent. Alors on va accueillir maintenant de nouveau un garçon, Arnaud. Arnaud, alors, pour la petite histoire, Arnaud était le premier gagnant de notre concours d'éloquence, donc de la première édition. L'année dernière, il n'a pas participé, et puis cette année, il relève un nouveau défi. Alors, on va voir s'il est aussi brillant que la première fois. Arnaud ?
bonsoir. Alors mon thème, c'est prendre pour donner. Prendre pour donner, à froid, sans contexte. Lorsqu'on dit prendre, notre imaginaire, nos lieux communs, notre histoire renvoie en nous un peu un reflux négatif, parce qu'on rapproche ça à l'idée de dépossession, de vol, d'arbitraire, parfois même de cruauté. Et si l'on rajoute à ça le mot « donner », alors notre cerveau s'emballe, s'affole, il les compare les deux, et ça met en exergue encore plus le mal de prendre. Alors, c'est sûrement avec cette réflexion que mes amis m'ont répondu lorsqu'ils ont entendu mon thème « Ah, c'est peut-être quelque chose en rapport avec Robin des Bois. Prendre pour donner, pourquoi pas ?» Cependant, il n'y a pas de décor de forêt, je n'ai pas de flèches, pas d'arc, pas de carquois. Il y a des chances qu'ils se soient trompés. Alors non, ce soir, nous n'allons pas parler de personnages fictifs, nous allons parler de personnages bien réels. Nous allons parler de vous, de moi, de nous. Concrètement, s'il existe évidemment des situations où prendre est certainement mauvais, je souhaiterais ce soir qu'on les mette de côté et qu'ensemble on aborde l'autre possibilité. En fait, qu'on se rappelle à l'autre possibilité. C'est en vérité quelque chose qu'on a noyé dans notre quotidien. C'est quelque chose dont nous avions la connaissance, mais qui glisse entre nos doigts au fur et à mesure que l'eau coule sous les ponts. De la même façon qu'une culture absorbe les nutriments de la terre, l'engrais, la pluie, eh bien, elle nous donne ensuite de beaux fruits, de belles fleurs, de bonnes récoltes. Prendre et donner, c'est possible sans piller, sans déposséder. Ça peut être parfaitement naturel et parfois même nécessaire, ce qu'on verra après pour nous. Par exemple, on a le don de sang. On vous fait une piqûre, on prélève votre sang et on le donne à quelqu'un qui en a besoin. Ici, votre corps va renouveler ce sang perdu un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme exemple pour vous expliquer? Peut-être que les romantiques de la salle vont aimer le suivant. Il y a l'amour. Tout le monde sait ici qu'en amour, on prend beaucoup de notre personne pour donner, parfois sans même mettre de frein, et on n'attend pas forcément quelque chose en retour. Ok, il y a une petite pointe d'espérance dans certains cas, mais généralement, c'est parce qu'on aime la personne et on ne se sent pas dépossédé, on ne sent pas qu'on perd quelque chose lorsque l'on donne par amour. Maintenant, après tout ça, vous vous demandez sûrement où est-ce que je veux en venir, quel est le but de mon discours. D'abord, j'aimerais que l'on parle d'une richesse, une richesse que l'on a tous, en quantité variable selon les individus, mais que l'on a tous, le temps. On a tous du temps. Pourquoi le temps? Parce que tout a une origine, et de la même façon qu'on remonte le cours de la rivière pour trouver la source, on peut remonter le cours de nos actions vers la notion de temps. Pourquoi? Comment? Parce qu'en fait, on agit tous dans le temps dont on dispose, et surtout, actuellement, vraiment dans notre société, en fonction du temps dont on dispose. Tout est en fonction de l'horloge. Le tic-tac de l'horloge dicte quand on se réveille, quand est-ce qu'on mange, quand on travaille, quand est-ce qu'on se couche. Alors, dans notre vie de tous les jours, on se fixe des objectifs en plus, et on entend bien les atteindre. Et pour ça, on est prêt à y mettre les moyens et faire les sacrifices qu'on estime nécessaires. Alors on travaille, on se donne, on investit du temps, encore. Et dans le feu de l'action, on se rend compte qu'on manque de temps. Alors, on se met à courir après le temps. On le cherche, on essaie de s'y rattacher. On espère qu'en fait, si on se dépêche suffisamment, on pourra rattraper ce temps et même en avoir plus. Et à ce moment précis, nous sommes semblables à des chevaux qui sont au grand galop, mais avec des œillères. On voit le but devant nous, mais on oublie tout ce qu'il y a autour. Et cette course effrénée présente deux pièges. Le premier, c'est que le temps qu'on a, le temps dont on dispose, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Il varie, certes, mais on a le temps qu'on a, c'est tout. Le deuxième piège, c'est que ces œillères sont en fait une forteresse en construction déguisée. Petit à petit, les murs s'érigent et l'on oublie de rentrer en contact avec les autres. On oublie vraiment ce que c'est que le contact humain. Et plus les murs sont hauts, alors plus il est compliqué pour les autres aussi de nous atteindre. Et enfin, lorsque la forteresse est finalement achevée, on est enfermé.
Alors, il faut comprendre ici que prendre le temps, c'est d'abord déconstruire cette forteresse, brique par brique, pour pouvoir à nouveau partager, échanger et donner à soi-même et aux autres ce que l'on mérite et ce dont on a vraiment besoin, le contact humain. Il faut prendre le temps. Alors, il semble impossible de s'ouvrir aux autres si on ne se réapproprie pas notre propre temps. Ici, donner n'est plus vraiment un antonyme de prendre, ça devient son corollaire. Il faut d'abord prendre le temps pour pouvoir donner ensuite de sa personne aux autres. Lorsque l'on prend le temps pour soi-même, alors on est plus apte à aider les autres, plus apte à les comprendre, eux et leurs besoins. Car on est dans un état d'esprit qui nous rend capable de le faire. Prendre le temps, c'est réfléchir à ses priorités et à ce qui compte vraiment. C'est aussi peut-être comprendre des erreurs qu'on a commises et pouvoir les corriger. Prendre le temps, c'est entretenir nos relations, nos passions, cette flamme qui fait que l'on aime ce que l'on fait et qui permet aussi de comprendre les enjeux que chacun rencontre au quotidien. Je suis intimement convaincu qu'une personne qui parvient à prendre du temps pour elle, à échapper au jeu de la course et du stress quotidien, sera une personne plus ouverte aux autres et qui s'en tirera mieux. Prendre du temps, c'est prendre du recul. Alors, ce moment que l'on prend pour nous et qu'on met plus tard au service de l'autre d'une manière ou d'une autre, il n'est pas perdu. Au contraire, une fois qu'il est dépensé, il nous enrichit d'autant qu'il aide notre prochain. C'est pour ça que je voudrais conclure sur ceci. Vivez, fixez-vous des objectifs, faites les efforts nécessaires pour les atteindre, mais surtout, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, pour vos proches, pour tous ceux que vous aimez, pour de meilleures relations. Je vous remercie de m'avoir écouté, et surtout, n'oubliez pas, prenez le temps. Bravo Arnaud, ils sont impressionnants, n'est-ce pas? De très beaux textes et puis qui donnent à réfléchir. Alors, la candidate suivante, c'est Angélique. On finit les petits placements. Voilà, Angélique qui va nous rejoindre. Angélique. Aujourd'hui, nous allons parler du paraître. Mais qu'est-ce que le paraître? Oh non, 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 ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous parler de philosophie. C'est bien trop compliqué pour moi. Seulement vous dire que si vous cherchez la définition du verbe paraître dans le dictionnaire, vous trouverez devenir visible et être vu. Et c'est là tout le problème. Juste là, devant moi, à côté de vous ou derrière vous. Les gens, et ça depuis longtemps, aiment être remarqués. Et c'est d'autant plus flagrant aujourd'hui avec tous ces médias qui nous bombardent de femmes minces, mais qui ont des formes. Ah, les femmes, oui, mais les hommes aussi, grands, virils, musclés. Et le souci, c'est que les gens se laissent berner par ces images invraisemblables et très peu représentatives de l'homme. Et vous savez quoi? J'en ai marre. C'est trop pour moi. Vous, gens qui suivez ces normes à la lettre, vous me pourrissez mon existence. On ne met pas du large avec du large. Oh, t'es malade? Ah non, excuse-moi, t'es juste pas maquillée. T'as vu tes dents? Tu devrais peut-être te les faire blanchir. Cette couleur ne te va pas au teint, tu devrais peut-être essayer le bleu. Dis donc, tu t'es coiffée avec un pétard aujourd'hui? T'as du ventre, tu devrais peut-être faire un peu d'exercice. Oh là là, les cicatrices, tu devrais peut-être en mettre un pantalon. Dis-moi, tu vas chez le coiffeur de temps en temps? Et patati et patata, toute la journée, ça n'arrête pas. Le physique, les vêtements, la coiffure, le maquillage.
C'est vraiment de l'esclavage tout ça. Eh bien moi, je dis stop. C'en est trop. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Moi, je veux être qui je suis sans être comparée à une autre. Moi, je veux m'habiller en rose et ne plus voir la vie en noir et blanc. Je veux détendre les épingles et me sentir confortable. Je veux porter mes zébrures et apprécier mes petits pois oranges. Je veux me coiffer en soleil et aller nager avec ma bouée naturelle. Mais chaque jour de mon existence, les gens me reprochent et me disent ce que je dois et ce que je ne dois pas faire, ce qui serait le mieux pour moi, alors que c'est vous qui me tuez à petit feu. Aujourd'hui, demain, hier, en ce moment même, je me sens comme le vilain petit canard. Et je déteste ça. Vous aussi, vous détestez ça, n'est-ce pas? Ouais. Vous aussi, vous détestez ça. Faire ce que les autres veulent, comme ils le veulent, sans jamais vraiment penser à vous-même. Alors, pourquoi critiquer? Pourquoi ne pas faire valoir son droit à la différence? Alors maintenant, je vous le demande, réfléchissez-y. Bravo Angélique. C'est vrai, se paraître, c'est vrai que quand on est enseignant, on fait attention à sa tenue tous les matins, parce qu'on sait que les étudiants, quand on va arriver dans l'amphi, nous regardent comme ça, comme si c'était... Est-ce qu'elle a mis le bon pantalon? Est-ce que tiens, c'est une nouvelle robe? Et c'est très compliqué. Alors maintenant, on va passer à Passy Cavalla. Passy Cavalla qui voulait que j'annonce son thème. Alors Passy Cavalla est le plurilinguisme. Bonsoir tout le monde. Esclave. Non masculin. Se dit d'une personne sous la dépendance totale d'un maître. Synonyme, l'humanité. Voici ce que l'on devrait trouver dans tous les dictionnaires. Un grand sage du nom de Sadhguru a dit un jour: laissez ce qui se passe en vous être déterminé par quelqu'un d'autre est la pire forme d'esclavage. Je répète, laissez ce qui se passe en vous être déterminé par quelqu'un d'autre est la pire forme d'esclavage. Mesdames et messieurs, on est tous esclaves de quelque chose, de différentes manières et dans différents contextes. Mais nous avons un seul grand maître en commun, la vision de l'autre. Mesdames et messieurs, je suis venue ici ce soir pour vous parler de mon plurilinguisme. Plurilinguisme qui a été longtemps esclave d'un maître, l'unilinguisme. Attention, je vous vois venir. Unilinguisme n'est pas synonyme de monolinguisme, hein, sachez-le. Hein. Je le dis, parce que je vous vois déjà. Non. Ce que je veux dire par unilinguisme, c'est la volonté d'uniformiser en prenant en compte qu'une seule langue. Toute ma scolarité n'a été qu'une succession de commentaires basés sur des mesures d'unilinguisme. Je vous donne des exemples. On ne dit pas un gomme, on dit une gomme. Le jour où tu pourras commencer une phrase en wallisien et la terminer en wallisien, là,
tu pourras venir me parler. Ou encore. Mais soyez naturel quand vous parlez. Mais soyez naturel. Alors, mesdames et messieurs, je suis plurilingue. Et mon idéal pour m'exprimer, c'est ce qu'on appelle en linguistique le code switching, c'est-à-dire le mélange de langues. Alors, je mélange le français, le wallisien, et des fois, pour épicer la chose, j'y ajoute aussi du futunien. Eh oui. Alors, mettez-vous à ma place. Votre idéal pour vous exprimer, c'est le code switching. Et qu'on vous demande d'être naturel quand vous parlez une langue, c'est comme si l'on demandait, écoutez bien, à un oiseau de voler qu'avec une seule aile. Pas de plagiat, s'il vous plaît. Alors, tous ces commentaires m'ont ainsi amené à considérer mon plurilinguisme comme un handicap. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ma conception de mon plurilinguisme a depuis évolué, et ce, grâce à ma formation. Et surtout, grâce aux cours qui tournent autour des sciences du langage. Alors, d'ailleurs, laissez-moi vous raconter l'événement déclencheur qui m'a permis, en fait, de renverser, si je peux le dire comme ça, de renverser ma conception. L'année dernière, pour le cours de sciences du langage, on nous a demandé de rendre un dossier où l'on devait définir des termes tels que le langage, la langue, mais je me rappelle juste de ma conclusion. Et ça disait, mon plurilinguisme est un handicap. Alors, quand une de mes professeurs a lu ça, elle est venue et elle m'a dit, mais enlevez-vous cette idée de votre tête! Ne percevez pas votre plurilinguisme comme tout le monde le perçoit. Ayez votre propre conception de votre plurilinguisme. C'était un très bon conseil. Alors j'ai réfléchi et prise de conscience. Mon plurilinguisme me permet de faire du théâtre. J'irais même jusqu'à dire ma vie n'est qu'une pièce de théâtre. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Erving Goffman, un sociologue canadien, qui dit que la vie est une scène où l'on est sans cesse en représentation. Et avant lui, il y en a Balzac avec la comédie humaine, vous connaissez? Et bien avant lui, il y a Shakespeare. Dans sa pièce As You Like It, on peut entendre cette réplique tant connue. All the world is a stage. Alors que quand j'ai entendu ça, comment vous dire, j'ai voulu décortiquer mon plurilinguisme. Donc je suis arrivée à me diviser en plusieurs personnes. C'est fou, hein? Ouais, je sais, c'est fou. D'ailleurs, laissez-moi juste vous présenter 2 personnes. Attention. Bonsoir à vous, cher public. Je me présente. Je me prénomme Simoa Pasikavaia et je suis actuellement en 2e année d'une licence S-Lettres. Ça fait du bien de switcher un peu. Je m'appelle Pasikavaia Simoa, Akonei en 2e année de lettres. Vous avez entendu la différence? Vous avez entendu la différence? Ah, merci. Si vous êtes arrivé à entendre cette différence, à sentir cette différence, c'est tout simplement parce que vous venez de faire la connaissance d'une Pasikavaia et de la Pasikavaia. Eh oui. Au théâtre, si vous voulez, une, c'est le personnage et là, c'est l'actrice. C'est l'actrice, mais c'est aussi l'esclave. L'esclave de quoi? L'esclave d'une société
Désolée, je n'assume pas cette partie de mon discours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est impuissante? Quand on se sent impuissante face à quelque chose, on veut revendiquer. On veut, comment dire ça? J'ai voulu mener une révolution. Attention, pas n'importe quelle révolution, hein, mais la révolution. Alors j'ai voulu supprimer toutes les normes que... On va mettre un X, comme ça vous choisissez ce que vous voulez. Toutes les normes que X ait pu mettre en place dans ce monde. Voilà. Mais vous savez quoi? À l'université, on nous apprend beaucoup de choses. On prend conscience de beaucoup de choses. Mais au-delà de tout cela, on nous apprend aussi à prendre du recul, à savoir prendre du recul et avoir une vision objective de soi-même. Mais aussi arriver à se remettre en question. De ce fait, je suis arrivée à me remettre en question. Tout simplement, comment vous dire ça? J'ai voulu supprimer toutes les normes grammaticales. Oui. Mais j'ai découvert récemment l'ancien français. Vous savez ce que c'est, l'ancien français? Aucune norme. Aucune norme, aucune grammaire. Rien. Et dans un texte, vous pouvez trouver un mot orthographié de plusieurs manières. Alors croyez-moi que le jour où vous lirez un texte en ancien français, et ça je vous le dis, mais franchement, hein, vous vous sentirez reconnaissant d'avoir une grammaire bien normée comme il le faut. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Alors, pourquoi je vous raconte tout cela? Tout simplement parce que je vous ai parlé d'esclavage au tout début, mais je suis arrivée à m'émanciper et je suis aussi ici pour vous partager une solution. Alors ma solution, c'est d'essayer de perdre la notion qu'est la négativité. La négativité n'existe pas. Si vous n'y arrivez pas, entraînez votre cerveau à transformer tout ce qui est négatif en quelque chose de bénéfique. Ou si vous voulez, à ma façon, j'ai inventé un mot, positifixiez tout ce que vous voyez et tout ce que vous croyez négatif. Et juste, quand vous y arriverez, croyez-moi, ce n'est pas une Française qui vous le dit, ce n'est pas une Wallisienne qui vous le dit, c'est une François-lisienne. Et oui, je me suis inventée aussi. Alors croyez-moi que le jour où vous arriverez à positifixier tout ce que vous croyez être négatif, à ce moment-là, vous saurez ce qu'on appelle liberté, liberté chérie. Alors, moi, je les trouve fabuleux. Je ne sais pas pour vous. C'est quand même difficile de passer juste après. Je ne sais pas chanter, je le redis, mais enfin, je les trouve magnifiques. Donc, ce n'est pas terminé, mais ça ne va pas être simple de choisir, hein, et pour le jury et pour le prix du public. Donc, ce n'est pas terminé, et là, vous allez voir, on change un petit peu la donne, puisqu'on va passer avec un duo. Alors, jusque-là, on n'avait pas demandé, on leur avait demandé de travailler tout seul, et puis, comme ils ne voulaient pas se séparer, on a dit d'accord. Donc, un duo avec un peu de musique. Vous allez voir, ils se complètent très bien. Et ça marche pas? Si? Bon, donc ça va. J'ai mes esclaves, donc je trouve ça très bien aujourd'hui. C'est dans le thème, hein, ils l'ont dit tout à l'heure. Donc on va accueillir maintenant Léon et Wilson. Donc Léon et Wilson pour une prestation à deux, un duo.
Bonsoir tout le monde, je m'appelle Léon et je suis avec mon frère Wilson. Tiens, je te donne la parole, mon frère. Merci Léon. Bonsoir. Notre thème, c'est la suivante. La jeunesse est comprise. En tant que jeune, je me sens incompris dans la société. Je suis moderne, je suis kanak. Je navigue entre les traditions de mes aïeux et toutes les autres traditions que je côtoie. Je suis incompris. Pourquoi? Tiens mon frère, je te redonne la parole. Olé mof. Je suis jeune, incompris, dans un avenir incertain. Enragé, je me construis, et pris d'un bonheur parfois malsain. Unissons-nous dans ce combat auquel nous n'étions vraiment pas préparés. Ne laissons pas tous ces amas nous séparer et nous diviser. Érudit de ta propre histoire, ne renie pas tes origines. Sillonne les routes et les trottoirs sans vraiment que tu n'y culmines. Semblable à tout ce que l'on me décrit, suis-je vraiment la source de tout problème? Étreinte de ce pays, pourquoi dois-je cautionner ce système? Indifférent, tous vos regards se pointent vers nous mais sans raison. Négativement, le seul rempart qui nous dénie quotidiennement. Copie conforme, stéréotype, tu t'adonnes à tout un questionnement. Opprimé par toutes ces normes, tu es victime de ces tourments. Méprisé par tous ces hommes, tu es d'homme d'influence. Privé du strict minimum, se réfugiant vers ce que tu penses. Ravé entre différentes ethnies, je construis ma réalité. Incertain pour ma patrie, je sombre dans la névrose. Serez-vous réellement prêts à ne pas nous induire en erreur? Enivré, oui sans arrêt, avez-vous réellement un cœur? Je suis la nouvelle génération. Mon avenir dépendrait-il d'une décision commune? Je ne sais plus quoi vous répondre. Mon avenir est incertain. Avant et après, des mots qui se réitèrent quotidiennement. Victoire ou défaite, une vision qui me revient inlassablement. Emprisonné et libéré, on nous tue à petit feu. Négatif ou positif, on nous attribue un visage odieux. Indépendant, et alors, obstine-toi à construire ton pays. Réprimandé ou félicité, jeune combattante de ta patrie. Inerte, immobile, je fus contraint d'y remédier. Nerveux, coléreux, j'étais en train de sombrer. Choix, option, alors que tout nous revenait de droit. Élection, décision, alors que partout on nous soudoie. Réticence, hésitation, pourquoi une telle destinée? Troublé, dérangé, pourquoi doit-on s'obstiner? Apprendre, comprendre, une langue qui n'est pas la nôtre. Indifférent, insignifiant, des langues jugées n'étant pas les vôtres. Ne vous méprenez pas, car ceci est l'incipit d'une histoire sans fin. Je suis un jeune issu d'un peuple colonisé. Mes valeurs ont été dénigrées par ce système-là qui n'est pas la nôtre. Jouer le rôle d'intermédiaire entre le colonisé et le colonisateur n'est pas chose facile. Je suis incompris par ces deux-là. Parfois même, je me sens incompris par moi.
dis Kanak, je n'oublie pas mes origines. Ici-bas, devant vous, je dois me salir en vous crachant la vérité. Et la vérité est la suivante. Je suis un pion dans ce jeu d'échecs. Ceux qui pilotent l'arche de Noé, ils nous mènent en bateau. Mon avenir est incertain. Merci. Merci Wilson et Léon. Léon et Wilson. Alors ça, c'était du slam. Bon, je fais la fière, mais je n'y connais rien sur les étudiants qui me l'ont dit. Moi, à part le rock et Mamma Mia, je suis pas... mon répertoire est assez pauvre. Mais je vais m'y mettre. Ce serait bien de faire un cours en slam. J'aurais peut-être plus de monde dans l'amphi, il faudrait essayer. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marc? Physique en slam, ce serait pas mal. Alors, on va passer maintenant à Colline, qui est toute seule. Donc, c'était notre seul duo, Léon et Wilson. Colline, pour un autre thème. Bonsoir tout le monde. Donc moi je m'appelle Colline Bourjade et j'ai 19 ans. Mais je vous promets que dans ma tête, je crois encore en avoir 15. Mais là n'est pas la question. Si je suis devant vous ce soir, c'est parce que j'aimerais vous parler d'amour. Ah l'amour, l'amour, l'amour est un si petit mot qui veut dire tant de choses. Et je le sens du bout de mes doigts de pied, jusque la pointe de mes cheveux. Je suis sûre d'une chose. C'est que je vous aime. Et oui, je vous aime. Je vous aime de ce même amour qui m'a permis d'être debout devant vous ce soir, de cet amour qui me porte depuis toujours et qui me portera encore demain. Et parce que l'amour est ma loi, ma raison d'être et ma raison de vivre, j'aimerais vous partager ces mots. L'amour. L'amour embrasse le fil d'or tendu de la vie à la mort, du temps en sable écoulé, s'écoulant du grain au verre du sablier. Et l'amour pèse dans les cœurs meurtris de celle et de celui qui se noie dans le néant de sa peine. Mais entendez les tendres mots qui se promènent, comme le souvenir immortel du grand-père qui nous rappelle. Aimer est un baume apaisant. Et moi je vous le dis, cette loi est valable en tout temps, car l'amour est père. Il fédère et confère à ce que jamais tu ne manques de confort. Et l'amour est aussi mère, douceur éternelle, redoublant d'efforts, et ne comptant pas les gouttes de sueur tombantes de son front. Et elle se ride à l'idée de te voir ivre, car tu es l'unique raison pour laquelle elle se donne encore la peine de vivre. Et pourtant, je sais qu'elle t'a souvent dit non, mais dans l'espoir qu'aux yeux du monde, tu sois plus important que l'argent. Alors n'oublions jamais à quel point son amour est grand. Et l'amour me dépasse, et je le trépasse lorsque je m'efface pour vous laisser vivre. Et l'amour est l'enfant qui rit aux éclats sans savoir pourquoi. L'amour est ce même enfant qui a la foi, et qui de ses yeux innocents voit à quel point tu es grand. Et grand es-tu, toi qui comme l'enfant muet, tu t'es délecté de la beauté, et au contact du prophète bienveillant, tu t'es mise à chanter, puis à valser. Et l'amour me dépasse, et je le trépasse lorsque je m'efface pour vous laisser vivre. Car l'amour court dans les prés, il souffle dans les branches, et dans les cheveux des fées de tous ceux qui, un jour, ont cru qu'ils les avaient abandonnés. Et l'amour transforme. Il transforme le tyran en agneau doux et non docile, car l'amour est fort, et sous toutes ses formes, au point même que le roi rugissant s'incline face à la puissance ultime. Cette puissance qui régit nos faits et nos gestes, et dont nous sommes tous les maîtres. Et l'amour me dépasse, et je le trépasse lorsque je m'efface pour vous laisser vivre. Et l'amour transporte, au-delà des océans, par-delà les étoiles, tous ces sentiments que l'on retient par mégarde. Car l'amour est le ciel illuminé qui pèse au-dessus de ma tête, cette constellation majestueuse qui me rappelle tous ces sourires qui m'ont rendue heureuse.
ceux de ma famille, de mes amis, ceux des personnes qui sont parties et ceux que je n'ai pas pu retenir. Car l'amour est le rythme des vagues de souvenirs qui retentissent comme la voix paisible et complice qui murmure au creux de mon oreille. L'amour est en tous, en toutes choses et pour toujours. Et donc ce soir, cher public, ce soir je vais vous faire une confession. C'est que l'amour m'a toujours fait peur, autant que la mort. Certainement parce que j'ai eu peur des grandeurs. Et en vous prenant comme témoin ce soir, je le jure, je le promets sur ce que j'ai de plus cher au monde, je ne douterai plus jamais. Et sachez-le, peu importe où vous serez demain, sachez que je vous aimerai. Peu importe qui vous êtes ou où vous serez demain, quelqu'un vous aimera. Depuis toujours, pour toujours et à jamais, cet être-là, c'est l'amour. Bravo Colline pour cet hymne à l'amour, donc qui nous fait tous réfléchir. On va passer maintenant à Daniel. Alors Daniel, c'est un étudiant moi, que j'ai depuis quelques années et qui m'a bluffé là sur scène. Donc vous allez voir, bon, vous ne le connaissiez pas avant, certains si, mais vous allez voir une prestation qui est assez amusante également et qui lui ressemble bien. Daniel. Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, mon sujet ce soir, la telenovela. D'ailleurs, connaissez-vous la telenovela? Télé pour la télévision et novela pour le roman. Eh bien, c'est un feuilleton diffusé surtout par les pays hispanophones et lusophones. Vous savez, espagnol et portugais. Eh bien, c'est diffusé le midi et le soir, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur NC Première. Ou bien, si comme moi, vous en renflez, eh bien, laissez-moi tout simplement vous dire que sur CanalSat, il y a Novelas TV. La telenovela est vraiment super, franchement. Partons en 1948, juste ici, 1948, à Cuba. À cette époque, il n'était pas du tout question de telenovela, mais de radionovela. C'est le même contexte, sauf qu'au lieu de le regarder, on l'écoute et on laisse notre imagination faire la suite. La première radionovela, à cette époque, eh bien, s'intitulait El derecho de nacer, le droit de naître, qui racontait tout simplement l'histoire d'une femme qui vivait, comment dire, dans des conditions malheureuses, défavorables. Et pour combler le tout, elle est enceinte. Bien sûr, elle a décidé d'avorter, mais son médecin ne voulait pas. Je vous laisse imaginer la suite. Allez, 10 ans. Eh bien, l'enfant est né et le médecin vit heureux avec elle. Ça a comporté 300 épisodes et ça a duré pendant 4 ans, à une durée petite. Allons maintenant en 1952. Oui, juste ici, 1952. Eh bien, devinez quoi? La telenovela est née. Oui, plus de radionovela, la telenovela. Et les premières telenovelas à cette époque, en 1952, rappelez-vous, comportaient une vingtaine d'épisodes et une courte durée. À cette époque, on appelait ça des courts-métrages. Partons maintenant en 1990. Hop. Eh bien, la telenovela fut allongée. Oui, à 30 minutes. C'est quand même bien. Et les épisodes, entre 100 et 200. C'est vraiment excellent. Il ne s'agissait plus maintenant de courts-métrages, mais de longs-métrages. À partir des années 2000, et ce jusqu'à aujourd'hui, eh bien, devinez quoi? 45 minutes. 45 minutes, un épisode. Parlons maintenant des avantages. Faudrait-il, oui ou non, regarder la telenovela? Eh bien,
la telenovela permet de nous détendre. N'oubliez pas, c'est le midi et le soir. Hein. Là, personne ne travaille. Elle permet aussi de nous faire rêver. Vous, public féminin, quelle est la première chose que vous voyez en regardant une telenovela? Les mecs. Les mecs. Musclés. Beaux. Et nous, les mecs, qu'est-ce qu'on regarde en premier lorsqu'on regarde ça? Non, pas les voitures. Les filles. Et ouais, les filles. La telenovela, elle améliore nos connaissances linguistiques, culturelles et intellectuelles. Vous rigolez, mais c'est vrai. Hein. En revanche, pourquoi ne faudrait-il pas regarder la telenovela? Et là, c'est le plus intéressant. La telenovela, c'est trop lent. 45 minutes, un épisode, en sachant qu'il y en a 200. À partir de quel épisode ça va être intéressant? C'est souvent à l'eau de rose. Oh, moi, je t'aime. Moi aussi. Je veux rompre. Moi aussi. Oh, marions-nous. Ok. La telenovela est, comment dire, assez poussée. Les gens d'aujourd'hui, quand ils regardent une telenovela, ils s'identifient trop aux personnages, qu'ils oublient leur propre culture, leur propre mode de vie. Les filles, quand elles regardent les belles actrices, avec leurs déhanchés, leur tenue, leur façon de parler, mais ça peut aussi arriver avec les mecs, hein. Pourquoi se comporter comme ça? Pourquoi ressembler aux acteurs? D'ailleurs, savez-vous que dans la plupart des telenovelas, eh bien, tout simplement, les personnages, pour oublier leurs problèmes, eh bien, ils consomment de l'alcool ainsi que de la drogue. Et regardons-nous aujourd'hui, est-ce que ça nous a permis d'oublier nos problèmes? Non, on est malheureux à cause de ça. Mais concluons tout ça. Concluons. Faudrait-il, oui ou non, regarder la telenovela? Bonne question. Bien, laissez-moi vous y répondre franchement. Tout n'est qu'une mesure de vie qui ne fait pas une règle de vie. Je veux dire, la telenovela, quand vous la regardez bien, eh bien, elle permet de nous faire rêver, de nous détendre. Mais derrière, elle est critiquée, criée. Alors que, je sais pas, regardez, à côté, il y a Plus belle la vie. Je suis le numéro 10. Merci Daniel. Alors effectivement, est-ce qu'il faut regarder ou pas regarder la telenovela? Quelquefois, quand je les vois arriver le lendemain en cours, je me dis qu'ils ont dû passer beaucoup de temps devant la telenovela au lieu de répondre à mes questions. Bien, alors, vous voyez, on arrive bientôt à la fin. Il nous reste 2 candidats, Louise et Eric. Et ensuite, comme l'a dit Daniel, n'oubliez pas les numéros. Il vous a rappelé, c'est le numéro 10. Donc, n'oubliez pas les numéros et vous pourrez donc participer au vote. Alors, Louise. Bonsoir tout le monde. On les retrouve sous plusieurs appellations. Mam, Mams, Mamie, Mamoun, Néné. Vous voyez de qui je parle? Maman. Certains ne l'ont peut-être pas connue. D'autres l'ont perdue. Et d'autres encore se réjouissent de sa présence. Et d'ailleurs, il est vrai que l'on ne choisit pas sa mère. Mais depuis le jour où elle nous a donné la vie, nous sommes unis par un lien indéfectible. Et c'est par la force de ce lien qu'un jour, j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce texte que je vais vous interpréter ce soir.
Et ce texte, il s'intitule « L'hymne d'une mère ». L'hymne d'une mère. Qu'est-ce que la vie sans l'amour? C'est une vie sans espoir, que de visions noires. Sur ta route, tu n'entends que des cris de douleur, des pleurs. Tu te demandes si un jour tout ça s'arrêtera. Tu te demandes si un jour ce monde arrêtera de tourner pour que justice soit faite. Dans la plus grande solitude, tu te retrouves là, seul, face à tes problèmes. Tu n'as qu'une seule issue et tu dois t'en sortir. Malgré une montagne d'obstacles, tu n'as qu'un seul objectif, tu ne lâches pas. Et ton objectif, c'est d'aller au-delà. Changer de mentalité, changer de façon de voir. Percevoir un autre monde, peut-être même une autre vie. Le vide te ronge la tête, mais tu ne perds pas espoir. Tu voudrais que tout cela cesse à en perdre la tête. Plus de pouvoir, ni de maîtrise de soi, ton espoir te lâche et tu prends un autre chemin. Tu commences alors par l'otage, puis tu fais tourner la skank. Tu es dans le délire total, plus rien ne t'arrête. Jusqu'au jour, oui, jusqu'au jour où tu rafles l'enfer. Et de là, tu repenses à tous tes efforts avant de rentrer dans le gang. Pour cela, tu as voulu lâcher ta vie parce que tu pensais que tu pouvais le faire. Alors que depuis que tu es rentré dans leur jeu, tu es devenu faible, comme eux, qui pensent que la vie, c'est un jeu. Ils misent. Puis s'ils perdent, tout s'arrête là. Une vie où l'argent règne, qui pour eux est le vrai bonheur total. Avec ça, tu touches le ciel et même plus encore. Tu claques des doigts pour que les autres embrassent ses orteils. Ah là là, que des paroles d'hommes. Leur supériorité rabaisse les hommes qui sont inférieurs, les plus démunis. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivée. Je t'ai pris dans mes bras, je t'ai serré contre mon cœur et je t'ai dit, mon fils, mon enfant, cesse de te prendre la tête pour rien. Je suis là, débarrasse-toi de ce fardeau qui te ronge le crâne. Dis-moi tout. Raconte-moi tes soucis, tes remords, tout ce qui te tracasse. Depuis longtemps, tu m'as fait confiance, mais tu as voulu choisir un autre chemin et je ne t'ai pas empêché. Pourquoi? Parce que maman aussi, elle est passée par là. Mais sache, mon enfant, que où que tu iras, tu seras toujours dans mes prières. Et je remercie le ciel parce que je savais au plus profond de moi que tu avais des ennuis. Nomele teneg onatsorin ntialanzo kanoeme orita eberejo onerita mayek onerita repapanin na kanunwin ti ushiwa ka ntialan ko eme setso inomele zoko du enarete eme enarete abani eme tsole hoda papanin na eduninam ko koloni eme no me boa ma ka panu mutitsazewe papa ne mami hada inengone ti ushiwa tebo ka bo de koto wate thonore tiro inibo ke terelo dikebo ore waruma okore waruma si makaze nakanono tusimizot to yara yeye ne to yara mi no deiran onomelei waruma so eme waruma so rete eme. Un petit conseil
que m'a donné ma grand-mère, qui dit « Ne fais pas n'importe quoi de ta vie, mais cherche le salut pour toi et pour tes enfants. » En hommage à ma grand-mère, Kaloy Washishiene, Kairone, nom de jeune fille, qui nous a quittés très récemment. Mais si notre bout à toi. Merci. Merci Louise pour cet hymne à la mère quand même très émouvant. Je pense que toutes les mamans ont eu un petit peu un pincement. Et puis maintenant, on va terminer avec un dernier candidat qui est passé aussi l'année dernière au concours d'éloquence, qui avait fini, je pense, 4e, si je me souviens bien. Et donc, il a, espère, gagné des places. Vous allez voir une prestation totalement différente. Donc, nous accueillons Eric. C'est pour être à l'aise. Et si je vous disais que vous êtes incroyable, en douteriez-vous? Un guépard ne sait pas qu'il est l'animal terrestre le plus rapide du monde, car ses semblables le sont aussi. De la même manière que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes unique. Unique, unique. Mais comment je sais, moi, que je suis unique? Eh bien, moi, Scotch, je vais vous le dire, grâce à votre potentiel. Mais qu'est-ce que le potentiel? Excellente question, monsieur. Le potentiel est cette petite boule exploitée sur une grande surface de possibilités. C'est cette force qui vous guide à travers vos objectifs, qui vous aide à réaliser votre rêve. Un rêve différent pour un être différent, un être unique. Ok, mais comment le potentiel m'aide-t-il? Excellente question, monsieur. Il est bon, il est bon. Laissez-moi vous illustrer ça avec le schéma du potentiel de Tony Robbins, qui est un écrivain et un coach en développement personnel. Tout d'abord, imaginez 4 sphères. L'imagination, c'est la clé ici. Imaginez 4 sphères. Ici, vous avez le potentiel. Là, votre système de croyance, c'est ce qu'il appelle ça. Votre système de croyance. Ici, vos actions, et là, vos résultats. Ok, maintenant, comment ça fonctionne? Donc, prenons une personne lambda, comme vous et moi, et cette personne aura un potentiel infini. Jusque-là, on est d'accord. Oui. Calmez-vous, calmez-vous. Son potentiel sera en interaction directe avec ses croyances, qui influenceront ses actions, qui donneront elles-mêmes des résultats et qui renforceront ses croyances. Et il est là le problème. L'homme est de nature défaitiste. Donc de base, il aura une faible croyance sur son potentiel, sur la vraie valeur de son potentiel. L'éloquence, oh ça c'est pour Scotch, parce que c'est un taré qui n'a peur de rien. Le théâtre, je préfère laisser ça à Olivia Duchesne, car elle est bien meilleure que moi, et je lui arrive même pas à la cheville. Voilà le genre de remarques qu'on peut entendre. Et du coup, comme il va croire, il va se sentir incapable, quelles actions va-t-il entreprendre? Et vous êtes vraiment bon, monsieur. Eh bien, il va en prendre aucune, ou très peu, ce qui va engendrer de faibles résultats pathétiques qui affaibliront ses croyances. Et là, son cerveau va lui dire « Je t'avais prévenu, c'est pas pour moi, je suis nul. » Mais il existe une chose très simple que vous pouvez faire, que tout le monde peut faire. C'est en s'appuyant sur vos résultats. Et pas des résultats du genre « Et si ?» Non, des résultats concrets. Il y a certainement des étudiants dans la salle. Oui, j'entends rien, il y a des étudiants dans la salle. Calmez-vous. Je parle. Et comment vous êtes arrivé à l'UNC?
D'abord, vous êtes allé au collège et vous avez eu votre brevet. Puis, vous êtes allé au lycée et vous avez eu votre bac. 2 diplômes. Et ce n'est ni moi, Scotch, ni Olivia, c'est vous. C'est vous qui avez réussi à faire ça. C'est vous qui avez entrepris ces actions et réussi à avoir ces diplômes. Et là, vous êtes en train de vous dire, ouais, il a raison. Il n'est pas fou, ce fou. En pyjama, au sommet du mont Fujiyama. On faut du bloc là. Et en vous appuyant sur vos résultats, vous allez avoir plus confiance en vous. Et du coup, comme vous allez avoir plus confiance en vous, vous allez entreprendre plus d'actions parce que vous aurez la motivation et l'envie. Et du coup, vous obtiendrez des meilleurs résultats. Scotch garanti. Et là, votre cerveau va vous dire, tu vois, je savais, je t'avais dit que j'étais un bon. Mais bon, allez, suffit la théorie, passons à la pratique. Voilà. Là, allez-y, mettez-vous à l'aise dans votre siège, voilà, comme ça. Mettez-vous à l'aise, vérifiez que le voisin fasse de même, et sinon, s'il ne le fait pas, vérifiez qu'il est chatouilleux, ça marche toujours. Allez-y. Et maintenant, je vais demander un peu de lumière. Allez-y. Et là, je vais vous demander, regardez autour de vous. Allez-y, regardez autour de vous, et vous allez me chercher tout ce qui est brun. Allez-y, on cherche du brun, on cherche du brun, on cherche du brun. Allez-y, regardez autour de vous, c'est pas sur moi, hein, c'est sur vous. Allez-y, regardez, on cherche du brun, on cherche du brun. On cherche du brun, allez-y. Maintenant, fermez les yeux. Fermez les yeux, allez-y. Et dites-moi, dites oui si vous voyez du rouge. Bande de tricheurs. Ok, allez, on retente l'expérience, c'est pas grave. Maintenant, faites la même chose, regardez autour de vous et ça va chercher du rouge. Je veux du rouge, je dis du rouge, du rouge. Je veux du rouge, allez-y, on regarde. C'est pas sur moi qu'il faut regarder, c'est là-bas. Regardez, cherchez du rouge. Je veux du rouge, du rouge. Ok, maintenant, fermez les yeux. Et si vous voyez plus de rouge que de brun, dites oui. Dites oui. Et vous savez comment c'est possible, mesdames et messieurs? Ah, je redeviens sérieux là. Parce que cherchez et vous trouverez. Et peu importe la chose sur laquelle vous vous concentrez, vous finirez par la trouver. Et à vrai dire, parfois vous la trouverez même quand elle n'est pas là. Donc si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre physiologie et votre attention. Waouh! Et puis j'ai pas le temps, et puis c'est dur, et je comprends rien à ce que tu dis, et stop! Parfois, lorsque vous grimperez sur l'échelle du succès, mesdames et messieurs, vous aurez des problèmes. C'est pas l'effet que je voulais donner. Vous aurez des problèmes, des obstacles pousseront sur votre route dans le seul but de vous faire tomber. Et ça, mesdames et messieurs, ça porte un nom. Ça s'appelle l'échec. Mais que celui qui vous a dit que vous n'aviez pas le droit à l'échec, que vous n'avez pas le droit de vous tromper, aille au diable, car vous ne pourrez réussir sans avoir échoué. Et quand vous vous retrouverez dans cette situation qui est la mienne, quand vous tomberez, la chose la plus importante, mesdames et messieurs, est de vous élever. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous lever. Allez-y. Levez-vous. Oui. Plus fort la musique.
Voilà, et faites comme moi, fermez les yeux. Imaginez votre potentiel, cette boule en vous. Imaginez comment elle monte, la puissance qui monte. Et une fois que vous l'avez, laissez-le éclater. Égypte! Voilà, c'est ça la vie, mesdames et messieurs. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure. Bien, alors j'espère que vous avez apprécié. Voilà, donc ne partez pas, puisque maintenant, il va bien falloir délibérer. Donc le jury, ça va pas être facile, hein. Donc le jury a des grilles très précises, mais vous, bien sûr, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un rôle très important à jouer. Alors vous avez tous un petit papier, et pendant que vous allez délibérer, on va avoir un fond musical, puisque nous allons avoir 2 étudiants de l'université, toujours, qui vont venir chanter, avec une guitare et un choriste, vous allez voir. Donc, parce que c'était la soirée de l'université, plutôt que de faire venir un groupe de l'extérieur, on s'est dit qu'on allait continuer avec les étudiants qui ont de réels talents. Donc là, pendant que le jury délibère, vous allez prendre votre petit papier, vous les avez sous les yeux, mais vous avez bien sûr la diapo aussi. Et puis, n'hésitez pas, vous avez certainement eu un coup de cœur. Donc, vous remplissez ce numéro et les étudiants ambassadeurs, ne bougez pas. C'est juste le jury qui se levait. Les étudiants ambassadeurs vont venir. Dès que vous avez fini d'écrire votre numéro, vous levez le bras et les étudiants ambassadeurs vont récupérer les petits papiers et ensuite les mettre dans l'urne. Donc, on vous demande un petit quart d'heure. Pendant ce quart d'heure, vous allez avoir des chansons. Vous allez pouvoir apprécier les talents des étudiants, les multiples talents. Et ensuite, nous ferons la remise des prix. L'îlot multivisage, avec une fouille magnifique, offrant une nature belle et authentique. L'Osigaïcha, mais ouais, différents districts, mais une même culture, une même culture, une même culture. Ce sont nos îles loyautés. Construisons ensemble pour mieux avancer. Marie, Dieu, les fous,
du caillou de la Calédonie. On y marie du Oulifou, aïe aïe, ce sont nos îles loyautés du caillou de la Calédonie. Marie, l'île qui parle à votre cœur, avec une tendresse généreuse, en notre vie agréable et heureuse, avec une coutume riche en traditions, différentes tribus mais une même culture, une même culture, une même culture. Ce sont nos îles loyautés. Construisons ensemble pour mieux avancer. Nos îles loyautés du caillou de la Calédonie, les maïs du Oulifou, aïe aïe, ce sont nos îles loyautés du caillou de la Calédonie. Pour la bonne qui sont passés juste bien avant nous. Et puis il y a le grand phare là-haut, Jaco, le grand phare du campus. Merci beaucoup, hein. Si bonne l'odore thumus Athu angini du it Linila waruma We kulu tukurion Tukurion Tumusion Rizien We kulu tukurion We tukurion
beaucoup d'être venu ce soir. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. J'espère que vous allez très bien rentrer. Hein. C'est ça aussi. Voilà, celui-là qui est à ma droite. Voilà, c'est Kitsine. Ah, du bruit pour lui, s'il vous plaît. Et lui là, qui est juste à côté de moi, là, à ma gauche. Son surnom ici au campus, c'est Inos. Et son prénom, en français, c'est Florian. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée quand même. Hein. C'est ça, hein. Tout le monde ensemble. Utithere uripingin Uri latiro yono Unomele itumaan Hati okonelo Ripewa lan Wikulo tukurion Tumusion orezin Wikulo tukurion Tumusion orezin Oli. Merci beaucoup, hein. Voilà, merci encore à tous, puis voilà, attention à la route, puis bonne soirée. Alors j'espère que vous viendrez l'année prochaine et puis même avant l'année prochaine, on a quand même un enjeu important puisque comme on faisait ça pour la 3e année, on s'est dit qu'il ne fallait pas rester sur, entre guillemets, un petit concours interne. Je dis bien entre guillemets, parce que ce n'est pas petit, hein, il y avait de réelles performances. Mais je suis allée au mois d'avril à l'université de Tahiti pour leur proposer de lancer le concours d'éloquence chez eux et d'organiser ensuite une finale avec eux. Donc ils étaient très enthousiastes. Alors ils ne sont pas du tout sur le même calendrier que nous, ils commencent là les cours d'ici... Voilà, alors on va donc remercier le jury qui a eu la tâche très difficile de les évaluer, de les classer. Allez, on y va, le jury ? Alors, oui. Donc, il y a en partant par la fin pour arriver jusqu'au premier. Donc, il y a 2 prix ex aequo déjà pour le prix coup de gueule qu'on a désigné prix coup de gueule. C'est Grégory et Thomas. Chaque candidat se verra remettre la petite anthologie du slam calédonien et 2 places de cinéma. Alors ensuite, donc pour le prix premier qu'on a désigné, qualifié premier second degré, c'est Arnaud. Pareil, c'est là. Oui, comme ça, voilà.
Et la même chose, donc, offert par la province Sud. Ouais. Alors ensuite, donc, pour le prix de l'humour, c'est Daniel. Une place, je ne sais plus trop ce qu'il y a. Ouais, voilà. Alors, le prix suivant s'intitule le prix Cri du cœur, qui est attribué à Léon et Wilson. Ouais. Oui. La coupe de cheveux, Et puis donc une anthologie du slam, ça leur va bien, et une place de cinéma. Ouais, je sais plus. Alors, le prix suivant a été intitulé le prix Courage, et il est attribué à Kimberley. Oui, moi aussi. Attends. Alors, le prix suivant s'intitule le prix Émotion et il est attribué à Louise. Le prix suivant donc, est intitulé Prix Créativité et il a été attribué à Colline. Donc le prix du public, c'est pour Passy Cavalla. Ça correspond bien, les lunettes, ouais, c'est bien les filles. Merci tout le monde. Voilà, alors donc on arrive donc au troisième prix et le troisième prix est attribué à Eric. Alors, le deuxième prix, c'est un prix ex aequo qui est attribué donc en même temps à Maëlys et Angélique. Tout est dans le carton. Voilà, bon, c'est à peu près la même chose, hein, on ne va pas répéter. Voilà, et donc on arrive enfin au premier prix donc, du jury que nous remercions vraiment chaleureusement. Merci à tous. Et donc le premier prix donc, du jury est attribué à Passy Cavalla. Voilà. Hein? Le partenaire I2S. Voilà. Changer la diapo. Vous m'avez donné le prix du public, merci beaucoup. Mais j'aimerais aussi ajouter que peut-être que j'étais toute seule devant vous aujourd'hui, mais comme dit Bakhtin, un théoricien russe, tout ce que vous dites n'est qu'une polyphonie. Donc, derrière moi, il y avait Madame Esnault, Madame Fiol, Madame Dot, Madame Razafi, ma famille et mes amis. Et surtout, vous. Merci. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux conclure. En tout cas, au nom de la direction de la culture de la province Sud, je tenais à féliciter l'université et tout particulièrement mesdames Fiol et Gustin pour cette belle initiative parce que je trouve que ce concours va crescendo d'année en année. Et féliciter l'ensemble des candidats pour la qualité de vos prestations, la pertinence des contenus, l'originalité et l'humour dont vous avez fait preuve. Ça n'a pas été facile pour le jury qui peut me rejoindre d'ailleurs.
Il y avait Madame Dott, qui est enseignante à l'université, Olivia Duchesne, comédienne, et Wenaël Astier. Donc voilà, on a départagé, on a pris un peu de temps, et c'est vrai que voilà, on a été tous très impressionnés, j'en perds mes mots, par la qualité des prestations que vous nous avez proposées.